J'appelle à présent Jean-Baptiste de Foucault pour le pacte civique et Alain pour du GRED sur la proposition numéro 7, fonder le recrutement sur les compétences et les parcours des personnes. Les clignotants qui étaient au rouge ne sont pas passés au vert. Donc on est toujours sur un timing un petit peu serré. Jean-Baptiste, vous avez le micro. Je vous encourage à le garder. Donc Jean-Baptiste Foucault pour le pacte civique sur la proposition numéro 7, fonder le recrutement sur les compétences et les parcours des personnes. Pourquoi est-ce que cette proposition est une proposition majeure, Jean-Baptiste ? C'est une proposition majeure parce que nous sommes en réalité confrontés de manière périodique à des difficultés de recrutement. Et en ce moment, particulièrement à la fin de la crise Covid, et alors que les pouvoirs publics ont quand même réussi à contenir l'augmentation du chômage, ce qui n'était pas du tout prévu, on voit bien que beaucoup d'employeurs ont des difficultés de recrutement importantes. Or, c'est notamment dans les domaines du soin, du lien social, qui a été assez amoché par la crise. Et donc, c'est une double peine pour la société. C'est une peine pour la collectivité, qui a un taux de croissance qui se réduit, un taux de chômage structurel qui reste élevé. Je rappelle qu'on n'a jamais réussi à descendre à moins de 8% en taux de chômage BIT en France, alors que d'autres pays sont descendus beaucoup plus bas. Donc il y a quand même un vrai problème français. Et c'est un problème évidemment pour les personnes qui voient leur durée de chômage s'aggraver, leur droit à l'assurance chômage s'éteindre, et ça aboutit à avoir 2 millions de personnes au RSA, ce qui est un scandale qui est très peu dénoncé et qui ne fait l'objet d'aucun débat dans les campagnes électorales, la campagne présidentielle. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc, évidemment, cette situation n'a pas échappé aux pouvoirs publics qui ont essayé de développer des formations, de l'apprentissage avec un certain succès, mais on voit bien que ça ne suffit pas et qu'il y a besoin d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de regard de la part des employeurs qui doivent élargir leurs critères de recrutement. Voilà, ça c'est vraiment important. Ils sont trop standardisés, ils sont parfois trop exigeants. La recherche du mouton à 5 pattes est peu payée, est quand même un must des recrutements. Faire confiance au désir de bien faire, aux capacités d'adaptation et tenir compte des compétences acquises, en effet, dans les postes précédents et pendant la période de chômage, car la période de chômage, effectivement, n'est pas une période inactive en termes d'évolution personnelle, en termes de changement personnel, en termes de développement aussi. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle le savoir expert des expériences difficiles. On a vu ça dans la SIAZ, où ce que les victimes apportent à la connaissance des faits est quelque chose. Voilà. Et donc, il faut élargir les critères de recrutement. C'est vraiment quelque chose de très important, autant pour des raisons éthiques que pour des raisons économiques. Ok. Proposition numéro 7, fonder le recrutement sur les compétences et les parcours des personnes. C'est quoi les conditions de mise en œuvre ? Alors, moi j'en identifierai deux. La première, c'est un changement de regard des employeurs eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut que les employeurs traversent la rue à leur tour. Voilà. Et donc, au pacte civique, nous avons essayé de travailler, puisque nous travaillons beaucoup sur les valeurs, sur le concept d'employeurabilité, qui est le symétrique de l'employabilité. L'idée était que entreprendre, ce n'est pas la même chose qu'employer. Entreprendre, c'est certaines qualités, mais employer, ce ne sont pas les mêmes qualités. Ce sont des qualités particulières, bien employées. Ça implique un certain nombre d'organisations, d'attitudes qui ne vont pas de soi. Et d'ailleurs, il y a donc l'art du recrutement qui implique de l'organisation, une certaine manière de relation, une certaine capacité de prise de risque, et qui, alors que souvent on voit dans des entreprises que le tri des candidatures est fait par des jeunes cadres qui ont peu d'expérience et se simplifient la vie par des standards tout faits. Bon, c'est pas bon pour les personnes en difficulté, ça. Voilà. Et d'autre part, il y a un art du non-recrutement, qui est d'ailleurs évoqué dans le livre blanc, le fait de ne pas répondre aux candidatures, ou quand on dit non à quelqu'un, de ne pas lui donner des motifs qui lui permettent de garder l'estime de lui. Quand on lui dit « vous êtes trop qualifié », par exemple, on entend ça sans arrêt dans les compagnies, « vous êtes trop qualifié », c'est absolument décourageant. Il
faut pas dire ça. Il faut dire on a trouvé quelqu'un qui convenait mieux. Mais vraiment, il y a tout un travail à faire sur la capacité à bien employer, y compris d'ailleurs, je le dis au passage, dans le secteur associatif, qui est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat que dans l'employeurabilité, lui aussi, hein, donc il faut aussi qu'ils regardent chez eux. Bon, nous avons une pièce de théâtre sur ce sujet assez amusante, si certains s'intéressent. Voilà, ça c'est la première condition. La seconde, c'est, je crois qu'il faut reconnaître la notion d'intermédiation active. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce que demandent les entreprises, la manière dont ils identifient leurs besoins, et ce que sont les personnes. Et il y a besoin d'un tiers de confiance, qui va voir les premiers, va voir les seconds, fait bouger un peu la manière d'offrir un travail, fait bouger ceux qui cherchent, organise entre les deux les formations nécessaires. Cette notion d'intermédiation active me paraît vraiment très importante à développer. Voilà deux conditions qui permettraient de progresser dans ce domaine. Alors, j'embraye, si je comprends bien, sur les propositions. Le message de décideur. J'en vois 4 ou 5 même. Alors, wow. Oui, j'en ai rajouté une au cours de la réunion en vous écoutant. Le premier, c'est de lancer le débat sur l'employabilité dans les milieux entrepreneuriaux. Hein. Alors, il ne faut pas exagérer, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris ça. Hein. Simplement, il reste du travail à faire. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le numérique, où elles voient bien que c'est les personnes qui sont importantes plus que le poste. Donc, je ne veux pas non plus tomber dans une critique simpliste. Mais enfin, ce débat, il doit se poursuivre. Notre pièce de théâtre est un moyen. Deuxièmement, je pense que ce serait intéressant de travailler une charte des bonnes pratiques en matière de recrutement ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'un recrutement ouvert et efficace? Une charte, travailler là-dessus. Troisièmement, consacrer les crédits nécessaires au développement de l'intermédiation active. Nous avons des amis à Solidarité face au chômage qui essaient de développer ça et ce n'est pas si facile de se financer. Et cette intermédiation active, je pense qu'il faudrait réserver une partie de leur crédit aux allocataires du RSA, grand oublié des campagnes électorales. Je pense qu'on devrait se donner comme objectif de réduire le nombre de personnes allocataires du RSA, parce qu'ils auraient trouvé un travail, d'une proportion importante au cours de la prochaine législature. Et je rappelle que, à la demande de M. Hérault, il y a ça, en 2002, avec Catherine Barbaroux, nous avions fait un travail sur emploi et pauvreté, et que nous avions évoqué l'idée de demander aux employeurs de faire un effort pour qu'une certaine partie de leur recrutement soit orientée vers des chômeurs de longue durée. Avec même l'idée qu'après tout, s'il n'y avait pas une bonne volonté suffisante, pourquoi pas dire un quota et une taxe si ceci n'est pas fait. Si on veut vraiment lutter contre l'exclusion, autrement que par des mots, il faut se donner des règles, il faut se donner des devoirs de la société à l'égard des personnes, et pas seulement des devoirs. Et ces devoirs, ça se traduit par des normes. Alors, ce sont des normes souples, bienveillantes, soit si la bienveillance n'est pas là, malgré toutes les bonnes paroles, il faut passer à des normes juridiques. Mais cette question, à mon avis, on pourrait la remettre un peu en circulation quand même. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.